Né en Algérie, prix Renaud de lycéen, entre autres avec des livres absolument formidables. Kauter Adimi est mon invité avec La Joie Ennemie. C'est une nuit au musée, c'est une formidable collection donc, qui est publiée chez Stock. On va évidemment raconter le principe de cette collection qui est de s'enfermer toute une nuit dans un musée. Et vous avez fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est de cette nuit au musée, c'est-à-dire à l'Institut du monde arabe, vous en avez rapporté tout un récit à la fois sur votre enfance et sur une certaine conception de l'art. Mais quelque part, ça vous a ramené en Algérie. Tout à fait. Je suis allée m'enfermer au deuxième sous-sol de l'Institut du monde arabe avec les toiles de Baya, peintre formidable du XXe siècle. Oui, et ça, c'est quelque chose que vous rêviez de faire. Ce livre, ça fait 10 ans que vous l'avez en vous. Oui, ça fait 10 ans que je travaille à ce livre. J'ai beaucoup buté et beaucoup lutté sur ce texte-là. J'ai abandonné une première fois puisque c'était ma deuxième nuit au musée. J'ai passé une nuit au musée Picasso il y a plusieurs années et le texte s'était dérobé. Je n'avais pas réussi à l'écrire. Je l'avais mis de côté. J'avais écrit autre chose. Puis j'y suis retournée. Je suis retournée chercher Baya et puis surtout chercher en vérité mon histoire et l'histoire de ma famille. Ce qui est incroyable, c'est l'histoire dans l'histoire. Effectivement, vous vous êtes enfermé au musée Picasso, puis il s'est passé quelque chose en vous où des souvenirs de cette Algérie, de votre enfance, vous sont revenus comme un choc. Oui, effectivement, je dors au musée Picasso en 2018 avec un brief très clair, puisque quand on me propose cette nuit, cette collection, de faire partie de la collection, je propose tout de suite de faire un livre sur Baya, peintre adoré, peintre lumineuse, extraordinaire, dont j'avais le souhait de faire un portrait depuis de nombreuses années. Et en fait, ça se passe très mal. Ma nuit au musée Picasso est cauchemardesque. J'ai en fait un souvenir assez brutal qui me revient au milieu de la nuit sur un retour en Algérie, puisque ma famille et moi, nous sommes rentrés en Algérie en 1994, en pleine décennie noire, au moment où tous ceux qui peuvent fuient le pays. Moi, mon père fait le choix de nous y ramener, de nous réinstaller là-bas. Et c'est une période terrible pour les Algériens, terrible pour ma famille et moi. Et c'est un moment où, en fait, cette première nuit-là, je n'ai pas été capable d'aller au bout de l'histoire et pas du tout eu envie de rouvrir des cartons, d'aller explorer ce que fut ce retour-là. Et ça a été un échec, un grand échec. Et donc, j'ai mis de côté ce projet, j'ai essayé, j'ai mis de côté. Et puis, j'y suis retournée il y a quelques années. Oui, parce que ça vous taraude, c'est en vous. Alors, il y a... Après, je crois que ça ne se décrète pas. Hein. Je crois que quand on doit raconter une histoire, c'est impossible de forcer les choses. Je n'étais pas prête à l'époque, et puis là, c'était le bon moment. Mais je crois que l'écriture, c'est pas juste entre soi et soi. C'est aussi un corps à corps avec une forme de violence. Et j'étais pas en capacité à l'époque d'aller au combat. Là, quelques années plus tard, c'est le bon moment. Et puis... Je crois que je l'ai fait aussi avec la présence de Baya, c'était autre chose. C'est ça, parce que Baya, c'est la lumière, c'est l'art, la peinture. Oui, mais même là, c'est marrant parce que... Enfin, marrant, c'est drôle parce que quand je dis je vais écrire sur Baya, je ne pense qu'au parcours de Baya, je ne pense pas en quoi Baya est importante pour moi. Ça, je le mets de côté. Et c'est vraiment, c'est pas une coquetterie, c'était le projet, c'était raconter Baya. Et j'arrive à l'Institut du monde arabe, et je me souviens soudain pourquoi Baya est importante. Elle est importante parce que c'est une peintre que je découvre à la fin de la décennie noire, c'est-à-dire vraiment à la toute fin de ce que fut cette horrible page de notre histoire en Algérie, après des années de peur, de terrorisme, d'attentats et vraiment d'une crainte épouvantable de mourir chaque jour. Je rentre dans un musée par hasard avec des amis et je me retrouve face aux toiles de Baya. Et c'est comme si, après 10 ans de grisaille, je me retrouvais face à la lumière et à la couleur. J'ai eu l'impression d'ouvrir une porte et que d'un coup, en fait, je retrouvais les couleurs de l'Algérie derrière cette porte-là. Oui. Et c'était Baya. Oui, on voit les œuvres de Baya, cette extraordinaire peintre algérienne. Et vous racontez aussi, évidemment, son destin. Mais c'est, je le disais, cet échange, à travers ce livre, au fond, de ces deux faces. Alors, il y a la face sombre, 1994, la décennie noire, vous l'avez dit. Votre père décide de rentrer au pire moment. À Grenoble, il ne fuit pas la guerre, il va vers la guerre. En fait, il considère que c'est son devoir et qu'il doit rentrer. Vous avez 8 ans. Vous avez 8 ans à ce moment-là. Oui, je m'en souviens bien, j'ai 8 ans. Je ne me souviens pas de notre départ en France à l'âge de 4 ans, mais je me souviens de mon retour en Algérie à 8 ans et mes parents qui nous expliquent qu'on rentre chez nous. Et puis on se retrouve effectivement dans un pays en guerre. Oui, et alors vous racontez, et c'est dur de le raconter, et on voit bien que vous y prenez à plusieurs reprises dans le livre, c'est interrompu d'aller jusqu'au bout, que dès le lendemain de votre arrivée, vous êtes confronté, vous, enfant, et il y a dans une voiture vos parents,
votre petit frère, et qui est tout petit. Oui, qui est un bébé, qui a un an, et mes 2 autres frères et vous êtes, dès le lendemain, confrontés à l'horreur. Oui, en fait, on rentre. Mon père donc annonce le retour à notre entourage, qu'on rentre en Algérie en 94. C'est vraiment un moment très compliqué parce qu'en fait, pour mes parents, c'est très compliqué. Ils assistent depuis la France à ce qui se passe en Algérie. Mais notre annonce est assez froidement accueillie par notre entourage qui est horrifié par ce retour et qui essaie de convaincre mes parents de nous laisser, au moins nous les enfants, en France. Ce que mes parents refusent. Ils ne veulent pas séparer la famille. Mes parents ne veulent pas se séparer et ne veulent pas laisser une partie de leurs enfants, en tout cas 2 sur 4, puisque les 2 grands étant mon grand frère et moi, en France. Donc ils nous ramènent tous. Et mon père essaye jusqu'au bout de tenir une espèce de posture qui est que ça va bien se passer. Malheureusement, le lendemain de notre retour, on est sur la route de l'Est pour aller chez mes grands-parents où on va s'installer quelques semaines et on tombe sur un faux barrage. Et un faux barrage, pour ceux qui ont la grande chance de ne pas savoir ce que c'est, mais tous les Algériens, eux, savent, c'est un barrage de terroristes qui ont revêtu des uniformes de militaires, de gendarmes, de policiers, peu importe. Qu'ils ont assassinés, égorgés en règle générale, puis ils ont revêtu leurs uniformes et en fait, ils contrôlent des voitures et ils décident qui vivra et qui ne vivra pas. Ils décident de tirer ou pas une voiture après l'autre. Tout à fait. Donc, et donc on est sur cette route et en fait, faut imaginer comment c'était. Les voitures circulent très lentement parce qu'en fait, il y a des énormes contrôles. Et mon père, à quelques voitures du barrage, comprend que c'est un faux barrage. Il voit qu'ils sont mal habillés, mal attifés. Il y en a un qui a des cheveux teints au nez, ce qui n'était pas possible pour un militaire. Et donc dit à ma mère, c'est un faux barrage. Oui. Et là, on ne racontera pas tout, mais il sort. Il y a des cris. Il y a des tirs. En fait, j'essaie de convoquer ce souvenir, qui n'est pas le seul de ces 10 années-là, et ça a été tout un travail de mémoire, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de trous noirs sur ces années-là, et pas seulement à l'âge de 8 ans, même ce qui s'est passé à 22 ans m'échappe encore aujourd'hui. Donc j'ai essayé de convoquer une mémoire autour de ça, et je suis allée beaucoup interroger mon père, ma mère, mes frères aussi, de leur propre mémoire, de quoi ils se souvenaient, qu'est-ce qui leur revenait à eux. Puis je suis allée chercher aussi dans mes propres archives, dans mes carnets de l'époque, dans les films que mon père a réalisés aussi à ce moment-là, ce que je pouvais tirer de ces années et comment je pouvais raconter un territoire de l'enfance que je porte et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi interrogée sur ce livre, qui est... Quel est le poids de nos souvenirs d'enfants dans l'adulte que nous sommes aujourd'hui, même quand ces souvenirs sont effacés ou à moitié effacés? Ah oui, ce qui est fabuleux dans ce livre, littéraire aussi, et qui veut peut-être vous permettre, à travers justement cette littérature et cette confrontation aux œuvres et à la peinture magnifique, de faire des allers-retours et de pouvoir enfin raconter ou mettre des mots sur des souvenirs. Oui, de toute façon, moi, je voulais en faire un objet littéraire. Sinon, ça n'avait pas de sens pour moi. Et ça a été aussi l'une des raisons pour lesquelles ça a été extrêmement long et difficile par moments à écrire. Il fallait que la littérature gagne sur la violence et gagne sur la peur. Et de Baya, moi, des œuvres de Baya, pourquoi les œuvres de Baya m'émeuvent à ce point, c'est que j'en retire une résilience à toute épreuve, j'en retire une lumière sur l'obscurantisme qui ne peut que me toucher. Et je crois beaucoup à ça. Moi, la littérature et l'art ont été, mais pas juste un refuge, ça a été vraiment un rocher, un roc auquel me tenir quand tout le reste était épouvantable. Oui. Et ce qui c'est pas vain. Oui. Enfin, vraiment, c'est pas vain du tout. Je pense que ça a eu plus d'influence pour moi, en tout cas, cette littérature et les tableaux de Baya, que bien d'autres moments dans la vraie vie, entre guillemets. Si la littérature n'est pas vraie, alors qu'est-ce qui nous reste? Oui, et c'est vrai, vous passez vraiment la nuit au musée, sur un lit de camp. Oui. Il y a cette dimension-là aussi. C'est très étrange, oui. Et c'est le jeu, c'est le jeu qui, au fond, permet d'aller chercher tout ça et de le faire surgir. Sur un lit de camp, oui. Oui, parce qu'il y a des choses, c'est difficile de mettre des mots. Et c'est vrai que beaucoup, par exemple, sur la décennie noire, n'arrivent pas encore aujourd'hui à raconter ou à dire ce qu'a été cette décennie noire pour l'Algérie. J'en parlais avec ma mère qui m'a dit qu'elle n'avait pas été capable de lire encore tout le livre. Que ce faux barrage, à chaque fois qu'elle y arrivait dans le livre, l'a ramenée à ce moment-là. Ma mère a mon âge le jour de ce faux barrage. Et c'est vrai qu'elle a mon âge, elle est dans cette voiture, elle a 4 enfants, dont un qui a 1 an, et elle va vers des terroristes qui, potentiellement, vont nous égorger. Donc, je peux comprendre que pour elle, c'est une grande difficulté à lire. Mais j'ai reçu beaucoup de messages depuis la parution de ce livre, qui est donc sorti fin août en France et début septembre en Algérie.
Et j'ai reçu mais vraiment une centaine de témoignages au moins de gens de mon âge, de ma génération, donc qui ont vécu leur enfance, leur adolescence, le début de l'âge adulte sous la décennie noire, et qui m'ont écrit à quel point aujourd'hui encore c'était quelque chose qui est extrêmement lourd dans leur vie, qui me disent qu'en lisant le livre, ils ont explosé en sanglots, que c'est très difficile pour eux d'en parler aujourd'hui, que ça les a ramenés à une certaine période. Et je suis assez démunie, en fait, face d'ailleurs à ces témoignages. Je ne sais pas ce qu'on peut faire collectivement de cette histoire-là. Je pense que c'est normal qu'on n'arrive pas encore à en parler, parce que c'est très récent, en fait. Et il y a eu aussi une envie de notre part, je pense à beaucoup, de passer à autre chose, d'aller vers la vie plutôt que vers ce que furent ces années-là. Oui. Et est-ce qu'au fond, en vous ramenant en Algérie au pire moment, alors que vous aviez 8 ans, est-ce qu'au fond, votre père vous a donné quand même une patrie, vous a quand même donné un pays? C'est ce qu'il m'a dit. Parce qu'avec mon père, on a beaucoup de heurts sur les premières années, notamment sur la question de la langue, parce que mon père veut qu'on soit de très bons arabophones, mes frères et moi, donc il va... petit à petit, en tout cas, nous ramener vers l'école algérienne publique en arabe, c'est très important pour lui. Et il a un projet assez important en ce sens, qui est la langue arabe. Mais on ne le comprend pas, enfant, et c'est normal. Mais c'est vrai qu'il finit par me dire un jour cette phrase un peu bizarre que je n'arrive pas du tout à appréhender. Il me dit « Je t'ai offert un pays ». Et c'est vrai. Aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai et de parler arabe et de considérer que partout en Algérie, je suis chez moi et d'y retourner en ayant tout à fait conscience de vivre une expérience tout à fait différente de celle qu'aurait été une vie d'immigré, oui. Bien sûr. Vous allez y retourner pour présenter le livre. Oui, j'y retourne. Puis j'y retourne quand même très, très souvent. Oui. Quasiment tous les mois, je suis là-bas. Il y a un écrivain, Boualem Sansal, qui, lui, est retourné et est aujourd'hui en prison. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un écrivain est emprisonné aujourd'hui en Algérie, un franco-algérien? Alors, ça me peine énormément, mais malheureusement, je n'ai pas attendu l'arrestation de Boualem pour être peinée des arrestations qu'il y a pu y avoir ces dernières années en Algérie, que ce soit celles de journalistes comme Khaled Rani, comme Ihsan El-Radi et bien d'autres, comme des militants aussi des droits de l'homme. Et c'est quelque chose qui, évidemment, me peine, m'attriste, et j'espère que Boualem finira par sortir. Oui, on peut appeler à sa libération. On ne doit pas l'oublier. Non, mais je ne pense pas qu'il soit oublié. Je pense que appeler à sa libération depuis la France n'a malheureusement aucun écho, et je ne sais pas si c'est la bonne façon de le faire. Je pense que pour soutenir Boualem, si en tout cas quelqu'un a envie de faire quelque chose, le mieux c'est encore de le lire et d'acheter ses livres. Mais évidemment que l'arrestation de Boualem m'a peinée, effrayée et choquée. Merci beaucoup, Kawthar Adimi. Ça s'appelle « La joie ennemie ». Voilà, je n'avais pas assez dit le titre de ce livre. Qui est un vers de Kateb Yassine. Magnifique. Et on va dire aussi, et évidemment, il faut le lire et jusqu'au bout, vous l'avez envoyé à votre père, ce livre, et on lira à la fin du livre sa réponse, qui est tout à fait étonnante. Qui est à l'image de mon père. Ouais, étonnante. Merci beaucoup, Kawthar Adimi, d'avoir été notre invité.